Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier, directeur de gestion d'Amundi. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Oui. Jérôme Powell, vous connaissez? Écoutez, oui. Vaguement. Vaguement. Il reconnaît que l'inflation n'est pas là, où l'attend la Fed, et évidemment ça, c'est pas une surprise. La Banque centrale américaine, on l'a compris, après c'est le timing qui est important, va devoir attendre plus longtemps avant de baisser ses taux d'intérêt. La question c'est combien de temps? Alors combien de temps et est-ce que c'est vraiment... Dire que les marchés en début d'année attendaient 6-7 baisses de taux, avec une première baisse en mars. Absolument. Aujourd'hui, une ou deux, pas avant septembre. Dans le même temps, les marchés ont monté. Ouais, pour moi, c'est une... Il y a une décorrélation maintenant entre... Alors, on m'a expliqué que c'est parce que comme la croissance américaine, elle est meilleure, et ben, les résultats des entreprises seront eux aussi de meilleure facture. C'est bon pour les marchés. En fait, il y a toujours une bonne raison pour que les marchés montent. Non, mais moi, c'est que ça m'a surpris aussi. Hein, maintenant. Oui, alors, sur le timing de la baisse des taux... Fed. Alors, de la Fed, parce que la BCE, c'est une autre histoire. Oui, on parle de la Fed, donc, il y a l'inflation qui est à suivre. Alors, elle reflue moins vite. Pourquoi elle n'arrive pas à ralentir plus cette année, l'inflation aux États-Unis? Parce qu'en fait, il y a toujours une inflation dans les services. Les loyers, comme l'immobilier américain, est de plus en plus cher, parce que les gens ne vendent plus leur maison pour ne pas refinancer leur prêt immobilier à un taux beaucoup plus haut. Donc ça a grippé le marché en fait, secondaire américain. Ça l'a grippé en transactions et en prix. Et donc du coup, les prix montent. C'est hallucinant. On a à des niveaux assez insoutenables de l'immobilier américain. Malgré les hausses de taux. Malgré les hausses de taux, absolument. Ça aurait dû baisser. Et donc les loyers suivent le chemin. Et donc le grand perdant de l'histoire, c'est quand même le locataire américain. Parce que le propriétaire, il voit sa maison monter, alors en tout cas sur le papier. Ouais. Donc les loyers continuent en fait de contribuer à l'inflation, les services aussi. Les matières premières sont volatiles, mais on peut contribuer un petit peu à l'inflation. Et puis on commence à voir quand même des mesures protectionnistes, enfin en tout cas des effets de mesures protectionnistes. Je vous rappelle que l'Inflation Reduction Act, donc ARA aux États-Unis, en fait c'est une mesure assez protectionniste qui en fait amène de l'inflation. Ça c'est pour financer. Pourquoi? Parce que tous ces investissements... Alors, ces investissements, en fait, sont destinés aux entreprises installées aux États-Unis. Ouais. Étrangères aussi. Étrangères aussi, mais installées aux États-Unis. Et qui, en fait, produisent des solutions de transition énergétique qui sont en fait plus chères que celles qu'elles pourraient importer d'ailleurs. Ouais. Et donc par nature, ça a tendance à amener l'inflation. Mais pour de bonnes raisons. Cette inflation américaine, elle est là pour des raisons positives, à savoir une économie qui se porte bien. Qui se porte bien en apparence. Ah, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe derrière Alors, quand on regarde les apparences. Non, mais quand on regarde un peu plus en détail. L'emploi. Alors, l'emploi, oui, bien. Il est toujours très bon, mais avec de plus en plus de travailleurs pauvres. Ah. On revient sur le sujet d'avant, puisque les nouveaux emplois créés sont en général des emplois plutôt dans le bas des fourchettes de salaire, et les hausses de salaire, en fait, n'ont pas touché tous les Américains. Donc on a de plus en plus de travailleurs pauvres aux États-Unis, et notamment la tranche d'âge 20-40 ans. C'est là où on a les grosses progressions d'impayés. Sur crédit conso, sur crédit auto, sur crédit étudiant. Là, on a une dichotomie entre les 20-40 ans et les 40-60 et plus. Un signal faible à regarder, ça? Absolument. Donc le consommateur, et on le voit aussi dans les chiffres de consommation, commence à moins consommer. Donc on est au début de la tendance. L'État va moins dépenser pour soutenir l'économie parce qu'il va dépenser beaucoup plus en charges d'intérêt. Ouais. Sur les 12 derniers mois, c'est 1 000 milliards de dollars de charges d'intérêt aux États-Unis. C'est 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Donc ces 500 milliards de dollars, ils ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Ouais. Donc on a... Vous nous dites quoi là? En gros que finalement en apparence l'économie américaine se porte bien, on va attendre les chiffres du PIB pour le premier trimestre. Parce qu'elle est sous stéroïde d'une part, à cause de la dette, des déficits. Ouais. D'autre part, elle est de plus en plus inégalitaire. Donc à un moment donné, l'économie, notamment aux États-Unis, elle est quand même complètement soutenue par les consommateurs. Ouais, mais je suis d'accord, mais ça fait des mois, des années, des trimestres qu'on dit que l'économie américaine doit se cracher, ralentir. Non, pas se cracher. Non, pas se cracher, mais ralentir plus ou moins fortement. Oui. On ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Jusqu'au jour où. On ne le voit pas parce qu'en fait, tout cet argent qui est injecté
dans l'économie produit ses effets. Et l'effet de la hausse des taux a été très retardé. Et donc c'est dans les mois qui viennent, Donc, après l'élection en fait, typiquement, on va commencer à voir... Donc la Fed a tort d'attendre. Je pense que la Fed a tort d'attendre. La Fed a tort d'attendre avant de baisser ses taux. Oui. Parce que l'économie va forcément, de mon point de vue, décliner. Et il y a une fonction de retard. C'est-à-dire que la politique monétaire, elle ne produit pas ses effets immédiatement. Elle produit ses effets au bout de 3, 6 mois, voire 1 an. Donc, attendre trop longtemps, c'est prendre le risque, pour la Fed, de perdre sur les deux tableaux. C'est-à-dire à la fois d'avoir une croissance qui vraiment va rentrer en récession, et une inflation qui peut aussi se retourner dans l'autre sens. Et le pire scénario serait en fait un environnement déflationniste avec une récession. Ce qui n'est pas du tout le scénario aujourd'hui qui est pricé par les marchés. Pas du tout. Mais bon, les marchés sont hyper volatiles en pricing de scénario, comme vous l'avez indiqué. Oui. Donc pour moi, ce n'est pas une boussole forcément à suivre. Bon, donc aujourd'hui, d'après ce que les marchés price, c'est une première baisse de taux, pas avant septembre. C'est raisonnable ça? Même si c'est une erreur, vous écoutez. Alors nous, on est plutôt sur juillet. Juillet, ouais. Septembre, ça me semble assez peu probable compte tenu de l'élection américaine. Ouais, de la proximité. Voilà. Donc soit c'est juillet, soit c'est octobre-novembre. Ah bah, la proximité sera encore plus proche avec Oui, alors, juste après, novembre. À novembre, après, post-élection. Post-élection. Ok, et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait, selon vous, 2 baisses de taux sur l'année? On est nous, on est à 3, parce qu'on commence en juillet. Ah oui. Le marché est plutôt sur 2. Ouais. Moi, je suis plutôt sur 2, mais bon, mon avis, on s'en contrefout. Et à ceux qui ne prévoient carrément aucune baisse de taux de la Fed cette année? Voire une montée des taux. Voilà, vous leur répondez quoi? C'est possible. C'est possible. Si les chiffres d'inflation continuent à être ambigus et volatiles, et si la croissance reste en apparence correcte, la Fed pourrait tenter de garder les munitions et d'attendre, notamment l'issue de l'élection. Donc ça se défend comme stratégie, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là encore, je reviens au point initial, est-ce que c'est important pour le marché? Alors qu'est-ce qui est important pour le marché? C'est l'environnement, les résultats des entreprises. On va en avoir cette semaine avec beaucoup de GAFA. On va en avoir plein. C'est l'environnement macro-global, la géopolitique et la politique. Ouais. Est-ce qu'il y a du protectionnisme qui revient ou pas? Est-ce que... ça dépendra du résultat de l'élection, ça. Absolument. Donc si Trump est élu, c'est un programme qu'on n'a pas encore complètement défini. Ça peut avoir un impact assez matériel. Et donc il faut attendre un peu des plus clairs. Je pense que la Fed est très tentée par le statu quo pour ne pas être accusé de faire une erreur de politique monétaire et de relancer l'inflation par une baisse de taux. Quel impact sur les marchés actions si d'aventure il y a un statu quo jusqu'à la fin de l'année de la part de la Fed? Alors, parce que les marchés n'ont pas bronché en passant de 6 baisses de taux attendues à 2. Oui. Donc on se dit que passer de 2 à 0... Alors, si le marché continue de penser que l'économie va bien, il n'y a pas d'impact. Et on attend des hausses de résultats absolument hallucinants de la part des 7 magnifiques. Alors, pas tout. Si on retire Tesla, évidemment, il faut retirer Tesla, mais sur les gros... Il faut retirer Apple. Il faut retirer Apple. Si on avait arrêté Tesla, Apple, je crois qu'on est à 30 ou 40% de hausse de résultats attendus quand même. Oui. Pour le premier trimestre. Pour un S&P, or ces valeurs-là, les bénéfices attendus seraient en baisse de 3-4%. C'est ça. Ouais, pardon, la dichotomie est folle, quoi. Mais c'est pour ça qu'elles sont valorisées aussi cher. Oui, c'est vrai. Donc là, la question, c'est plus de savoir ces entreprises-là, et un peu au-delà, en fait, les top 30-40, qu'est-ce qu'on attend comme résultat sur les 5 ou 10 prochaines années? Et alors, vous faites quoi, vous? Et là, sur les stars actuelles le marché est quand même assez complaisant. C'est-à-dire qu'il part du principe que ces entreprises-là conserveront une position dominante ou importante. Sur les 10 prochaines années. Voilà. 5 ou 10 prochaines années. Mais il y a de la concurrence, il y a des risques divers et variés qui ne sont pas très bien intégrés, qui commencent à l'être. Vous avez vu depuis quelques semaines, certains noms quand même sont revenus un peu. Nvidia a perdu 10% par rapport à ses plus hauts. Bon, après 300 et quelques % de hausse. On est d'accord. Il y a encore de la marge. Bon, on se dit quoi? Parce qu'on parle des marchés d'actions, il y a le marché de taux. Je n'ai pas regardé ce matin où est-ce qu'on était sur le 10 ans américain, 4,6, 4,7. Oui, c'est ça, 4,65. Ah voilà, au milieu. Voilà, on se dit quoi? Parce que, pardon, mais ça a vachement monté. Oui.
Alors nous, on a On vraiment retourne vers les 5%. Voilà, Est-ce alors- que c'est grave, docteur? Alors, on a de notre point de vue, le 5% est un max absolu. Because? Parce qu'au-delà de 5%, c'est la conviction de la Fed et du Trésor américain que l'économie américaine ne peut pas le supporter. Ouais. Et donc d'ailleurs, quand ça avait touché 5% il y a quelques mois, Ça va rester longtemps. c'est resté quelques heures, Ouais. parce que le Trésor a arrêté d'émettre et la Fed a acheté. Donc 5%, c'est une sorte de cap psychologique. Donc si ça atteint 5%, là on est acheteur très nettement d'emprunt d'État. La cible qu'on a, c'est 3,7. À quoi là? La cible qu'on a, c'est 3,7. 3,7 sur le 10 ans américain? Oui. 100 points de base plus bas? Oui. Ok. Voilà. Et quand? Alors, fin d'année, voire plutôt l'année prochaine. Mais donc on pense Ah, mais qu'on c'est va... très bon pour les marchés actions, ça. Oui. Et c'est cohérent avec le scénario de départ, à savoir effectivement une inflation qui reflue. Une inflation qui reflue, une croissance qui se tasse, parce que les taux sont quand même aussi un peu liés à la croissance. Ouais. Donc 3,7, c'est vraiment un scénario d'inflation. Enfin, donc on est en tête des Non, de taux. Oui. Taux à 10 ans américain à 3,7 Oui. l'année prochaine, quelque Oui. part. Parce qu'on a une cible d'inflation à 2,7, Ouais. donc plus que 2. Taux réel 1, Ouais. donc 2,7 plus 1 égale 3,7. Ouais. Si on est à 5 de taux réel, de taux nominal, Ouais. pour le 10 ans, avec une inflation à 2, supposons, ou à 2,5 ou à 3, ça veut dire un taux réel Ouais. à 2 ou à 3. Positif. Oui, positif. Et là, l'économie aurait du mal à le supporter. Ouais. Dès qu'on est au-delà de 1 de taux réel, ça a un impact très fort négatif sur l'économie. Et ça, là, Aujourd'hui, on y est. On est à combien aujourd'hui? On est à ça. On est à 5. 5 moins 3. On est à 2. on est à Le taux réel. On est à 1,5, oui. On se dit quoi? Si on regarde l'ensemble des classes d'actifs, Alors, d'un côté l'obligataire, oui. les actions, on a l'or aussi, qui a tapé Oui. les deux fois les 2400 $ l'once Absolument. pour redescendre un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au niveau actuel des taux, avoir des obligations en fonds de portefeuille, ça reste quand même intéressant. Puisqu'on pense qu'il y a plus de chances que les taux rebaissent qu'ils ne remontent. Là, on parle des obligations d'État ou de grande qualité. Ouais. Pas les obligations à haut rendement qui sont quand même très chères, de notre point de vue. Les actions, c'est pareil. Là, on a vu les valeurs de croissance ou les valeurs très chères qui ont commencé à corriger, heureusement. Les valeurs plus protectrices ont été très bien défendues. Ouais. D'où d'ailleurs la surperformance relative, depuis 15 jours, de l'Europe, et notamment de la France, par rapport aux États-Unis. Ouais. Ça peut continuer, on peut imaginer que Oui. le CAC 40 continue de surperformer les marchés américains? Oui, alors oui, sauf si le marché américain corrige nettement. Ouais. Et là, on sait que historiquement, Ouais. Ça au- emporte tout. ça emporte tout, d'autant qu'aujourd'hui, la surperformance des marchés européens est liée essentiellement aux investisseurs américains, qui sont surpondérés Europe depuis 6 mois, qui ont augmenté ces dernières semaines leur surpondération Europe, et qui seront qui seront vendeurs à un moment donné s'ils doivent réaliser des plus-values. Donc cette surperformance des marchés boursiers européens pourrait se poursuivre Ils pourraient se poursuivre, oui. pendant... Pendant jusqu'à l'été. Bon. Donc sur le CAC 40, pour ceux qui nous regardent, le CAC 40, quand on est français, on adore le CAC 40. Oui. On est à 8000 On points est- et des brouettes. ouais, ouais. On fait quoi? Est-ce qu'on se dit que l'année est faite peut-être sur le CAC 40? L'année, en tout cas, est sans doute déjà en partie faite, oui, en bonne partie, oui. Sur le CAC 40? Oui. Et sur les marchés boursiers en général? Ça dépend des marchés, c'est-à-dire que les valeurs moyennes restent quand même pas chères. Il y a des segments de la cote qui sont pas chers. Ouais. Et personne n'en veut, ce qui est extraordinaire. Oui, Hein. personne n'en veut. Personne ne veut ce qui est pas cher et tout le monde s'arrache ce qui est très cher. Les marchés émergents sont pas chers parce qu'ils souffrent du dollar. Mais en valeur relative, c'est quand même intéressant. Donc ça dépend des segments de marché. Le Nasdaq reste cher, même s'il a baissé. Donc l'année est sans doute faite d'un certain nombre de segments. Bon, le Nasdaq a baissé, mais il est toujours en hausse. Largement. C'est- Pas largement. Cette année, un peu. Ouais. Donc c'est toujours une question de diversification et d'aller sur les valeurs. Alors s'il y a un truc dans lequel vous croyez, on se quitte là-dessus, vraiment, un actif sur lequel il faut y aller, on y va, les yeux fermés, on fait quoi? Alors, c'est... Mouiller la chemise là maintenant. On mouille la chemise. Allez. Bon, les marchés asiatiques au sens large, Ouais. de l'Inde, Chine incluse? Chine incluse. Ok. Oui. Risky.
pour le moyen long terme. Ah oui, mais à long terme, on sera tous morts à Dickens. Moyen terme, c'est pas cher. Et c'est des belles perspectives économiques. Et les valeurs moyennes, qui sont délaissées, Ouais, personne n'en veut. mais qui sont quand même prometteuses pour beaucoup d'entre elles. Allez, merci de passer nous voir. Vincent Mortier, Merci. donc, qui est directeur des gestions d'Amundi, invité à la grande interview en direct sur Boursorama, sur en replay dès 14h. Merci. Merci.